Bonjour tout le monde, je suis là, je suis en place. Cette année 2025 commence sur les chapeaux de roue. Ce matin, nous allons faire un petit récap. Alors, un récap de 2024, je ne sais pas, mais en tout cas, un récap des Golden Globes, puisque ça a eu lieu il y a à peine 24 heures. Et donc, on va avoir la possibilité de regarder un petit peu le palmarès et de se dire si on est d'accord avec tout ça. Mais voilà, on va pouvoir commencer du coup avec les Golden Globes. Euh, Ça a eu lieu du coup dans la nuit du au... Voilà, vous m'avez suivi. Non, c'était quand c'était là on est mardi, donc c'était la nuit de dimanche à lundi, si je me trompe pas. Un film qui n'est pas encore sorti chez nous, The Brutalist, donc le meilleur acteur dans un drame, c'est Adrian Brody qui a eu la statuette. Donc bon, bah, étant donné que le film n'est pas encore sorti chez nous, il s'est déjà fait remarquer à la Mostra de Venise, si je ne me trompe pas. On aura donc l'occasion de le découvrir ici en France dans quelques temps. À mon avis, film quasi exclusivement diffusé en VO sur cet architecte juif qui débarque aux États-Unis et qui va. C'est une grande fresque, hein, ça dure 3 heures, c'est du gros gros film. Donc, à mon avis, ça doit être assez lourd, mais bon, connaissant Adrian Brody, ça doit être le pianiste numéro 2 quoi. Une belle performance de l'acteur. Meilleure actrice dans un drame, Fernanda Torres dans Je suis toujours là. C'est un film brésilien, si je me trompe pas, sur cet homme politique qui a disparu du coup et sa femme qui s'échine à le retrouver alors que la politique du pays fait disparaître les hommes politiques de l'ancien régime. Euh, Très très beau film apparemment. Il sort bientôt aussi, je crois, chez nous. Je vais vous dire ça tout de suite. Ça sort le 15 janvier, donc ça sort la semaine prochaine. Ça sort la semaine prochaine. J'avoue que The Brutalist, ça me paraît pas accessible non plus. Je suis même pas sûr qu'on le diffuse nous dans notre ciné. C'est Universal qui distribue ça, mais vraiment, je vois pas comment attirer un public lambda sur ce genre de film-là, parce que ça a l'air vraiment d'être une histoire très compliquée. Un film de 3 heures sur un juif américain des années 40. Enfin, c'est quand même quelque chose de très niche et qui ne correspond qu'à un certain public. Donc, à voir s'ils arrivent à faire la communication correctement pour que les gens en entendent parler et qu'ils aient envie de le voir. Meilleure réalisation, donc du coup, Brady Corbett pour The Brutalist, donc on est toujours dans le même segment. Meilleur film pour un drame, The Brutalist également, donc bon, ça aide quand même à faire un peu la com du film, en espérant que les gens ne l'aient pas oublié d'ici là, mais bon, savoir qu'il a gagné déjà au Golden Globe, ça aide quand même pas mal. Alors, meilleur film comédie ou film musical, on y passe, ça y est, ça commence. Emilia Pérez de Jacques Audiard, donc forcément. Alors là, il est sous la bannière de Netflix aux États-Unis, puisqu'il n'est pas passé au cinéma là-bas. Nous, forcément, c'est une fierté. On le ressort en plus pour le festival Télérama, donc c'est tout bénef pour lui. Du coup, meilleur second rôle féminin, Zoé Saldana également dans Emilia Pérez. On passe au meilleur second rôle masculin, du coup, avec Kira Culkin pour Real Pain. Alors, Real Pain, c'est pareil, il n'est pas encore sorti chez nous. C'est un film Disney Searchlight. C'est pareil, c'est un drame qui a été fait, du coup, par Jesse Eisenberg, voilà, comme le mec qui fait de la meth. Jesse Eisenberg, du coup, qui réalise ce film-là et qui joue avec Kira Culkin. Euh, c'est un drame familial sur deux cousins qui sont obligés de faire un road trip ensemble. Donc voilà. Oui, il est sorti que aux US. Il est sorti que sur Netflix aux US. Par contre, il faut savoir que Netflix a des cinoches aux USA et qui diffusent le film dans leur cinéma aux USA. Je crois que c'est à New York principalement. Ils ont, euh, ils ont quelques cinémas aux États-Unis et ils se permettent de passer leur programme dans leur cinéma. Donc on a la possibilité aux États-Unis de voir des films Netflix au cinéma dans des conditions tout à fait correctes, je pense, puisque les cinémas sont assez récents. Mais voilà, à quel prix, par contre, ça c'est la question. Donc je pense que certains Américains l'ont vu au cinéma, mais je suis incapable de dire dans quelles conditions. Effectivement, pendant un certain temps, les Golden Globes, ça avait perdu de sa superbe, surtout qu'il y avait eu des problèmes, des polémiques au niveau des personnes qui décernaient les prix, il y avait eu des problèmes de racisme, des problèmes de masculinisme également. Donc tout ça a été remis en cause, ils avaient fait une année entièrement en ligne qui avait vraiment pas fonctionné puisqu'ils étaient vraiment dans la sauce. Et ils ont décidé de revenir, je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière,
en remettant un coup de frais dans leur com, en disant bon ben voilà, on a changé, on est clean maintenant et on va faire les choses correctement. Donc voilà, en tout cas les stars qui étaient là avaient l'air d'être contentes d'être là. Alors je sais que c'est du star system, mais il y avait quand même c'est quand même une prise de position en tant qu'acteur ou réalisateur d'aller à ce genre de cérémonie quand tu sais que tu es dans la sauce. Là, effectivement, il y a quand même pas mal de monde qui était là. Le fait que Jacques Audiard soit venu, etc., je pense que ça prouve qu'il y a quand même un certain standing maintenant dans les Golden Globes. Et puis bon, recevoir une récompense, ça reste toujours quelque chose de sympa, quoi. Oui, effectivement, oui, Netflix a mis des ronds dans le film à l'époque, avec Pathé et France Télévisions, pour pouvoir le diffuser le plus tôt possible, et puis voilà, correspondre toujours à son envie de chronologie des médias, pour diffuser les films en troisième position après le cinéma et Canal+. Donc oui, effectivement, ça a servi à ça. C'est Pathé, France Télévisions, Manuel Alduy ce matin enfin hier matin s'en est vanté du coup que il avait reçu du coup des récompenses Emilia Pérez aux Golden Globes et que c'était un film France Télévisions, mais c'est également un film Pathé et c'est également forcément un film Netflix. Et à partir du moment où ils mettent des ronds dedans, ils y ont accès. Bon, après c'est des signatures qui se font par contrat, mais effectivement il y a pas mal de films français qui, euh, qui arrivent sur Netflix dans beaucoup de films étrangers, dans beaucoup de pays grâce au cofinancement en France. Donc on était au meilleur second rôle féminin, Kira Culkin, bon bah ça on y passe vite fait parce que le film n'est pas encore sorti chez nous. Sébastien Stan pour Different Man, meilleur acteur comédie musicale comédie ou film musical, pardon. Alors ça c'est pareil, Different Men pour l'instant a toujours pas de distributeur en France, donc le film pour l'instant ne sort nulle part. Est-ce qu'une plateforme va se décider à l'acheter? Peut-être. Il y a quand même peu de chances qu'il sorte au ciné chez nous. Ce qui est le lot de pas mal de films à 24 hein, quand on regarde, hein. Il y a encore beaucoup de films indépendants américains qui ont du mal à se faire racheter en France. Personne ne se décide à les sortir en salle. Là le film en plus est assez particulier puisqu'il parle d'un homme au visage déformé qui tente de vivre une vie normale aux États-Unis, tiré d'une histoire vraie d'ailleurs. Donc voilà. Meilleure actrice Demi Moore pour The Substance, que je n'ai pas vu, qui est sorti en France, qui est sorti un petit peu partout. Là, vous voyez par exemple The Substance, il est sous la bannière Mubi, puisque Mubi a décidé, donc au début était une plateforme, il me semble, française. Il a décidé de s'exporter à l'international en tant que plateforme art et essai pour justement tous les Américains qui n'ont plus accès au film art et essai, au, au cinéma américain, puisque bon voilà, on le sait, le cinéma américain est un petit peu en perdition actuellement. Et donc Mubi a racheté les droits de The Substance pour le diffuser là-bas. Chez nous, bah, il est toujours diffusé au cinéma, il est dans la sélection du Festival Télérama, j'aurai la chance de le voir à ce moment-là. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais moi j'ai très très hâte de le voir. Ça a l'air vraiment complètement fou comme film. Meilleur film en langue étrangère, Emilia Pérez de Jacques Audiard, qui n'est ni en français ni en anglais, mais bien en espagnol la plupart du temps. Donc forcément meilleur film en langue étrangère. Donc ça c'est un lot de plus. Et alors meilleur film d'animation, ça a étonné tout le monde. C'est Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, de Gins Zilbalodis. Un jour j'arriverai à le prononcer d'un seul coup. Zilbalodis. Ça c'est super que pour une fois ce soit pas un Disney ou un DreamWorks qui gagne sur ce plan-là et montrer que l'animation indépendante a toutes ses chances dans ce genre de cérémonie, c'est vraiment vraiment chouette. Bon après il n'y avait pas de Miyazaki cette année dans le lot si je me trompe pas, donc forcément voilà il y avait un peu plus de place pour les indépendants. Mais bravo à Flo et à l'équipe derrière ce joli film d'animation qui est vraiment très très chouette et que j'ai hâte de montrer à mes enfants. Meilleur scénario, Peter Strogan pour Conclave. Alors là, moi, Conclave, je l'ai vu il y a quelques jours. Je l'ai trouvé vraiment super. C'est un très très bon film. Plein de tensions, etc., etc. En faire le film du meilleur scénario, surtout avec le rebondissement final, tu te dis, bon, pourquoi pas, mais c'est pas non plus. Enfin, moi, je trouve qu'il y avait quand même quelques lacunes dans le scénario. Il y avait quand même quelques moments qui étaient attendus, qui étaient vus gros comme une maison et qui étaient présents dans le film quand même. Ils auraient pu jouer un petit peu plus la carte de la surprise dans Conclave, mais ça n'empêche que c'est un film qui est plein de tensions et que le scénario participe aussi à ça. Donc voilà, c'est très intéressant. C'est un film qui est vraiment bien. Ils ont réussi à en faire un espèce de thriller mêlé d'enquête et de polar vraiment intéressant. Et puis en plus, c'est joué d'une main de maître par Ralph Fiennes qui est vraiment au top. Donc voilà, je vous le conseille si vous avez l'occasion de le voir, c'est vraiment très chouette. Meilleure musique originale du coup pour Trent Reznor et Atticus Ross pour Challenger, que je n'ai pas vu non plus.
Le film ne m'intéresse guère, même malgré les très bonnes critiques qu'il a eues sur les réseaux et sur Internet en général, mais je ne me suis pas lancé dedans, donc voilà. Meilleure chanson originale dans Emilia Pérez pour El Mal de Clément Ducol et Camille. Et on a ensuite la meilleure performance cinéma au box-office de Wicked de John M. Chu. Alors, j'ai un peu de mal avec ce concept-là, faudrait que j'aille me renseigner. Je comprends pas trop cette histoire de meilleure performance au cinéma. Est-ce que c'est le meilleur démarrage d'un film au box-office américain? Est-ce que c'est une meilleure performance spectateur copie? À voir, à se renseigner là-dessus, j'ai pas l'info. On passe du côté de la télévision. Alors du côté de la télé, ça va être un petit peu plus rapide parce qu'il y a énormément de séries que j'ai pas vues, comme par exemple toutes les récompenses pour Shogun, meilleure série dramatique, meilleure actrice, meilleur acteur, pas meilleure série comique ou musicale qui s'appelle Axe, meilleure actrice dans une série comique ou musicale. Pareil, Jane Smart pour Axe. On a ensuite meilleur acteur pour Jeremy Allen White dans The Bear. Alors je suis désolé, mais on le voit quasiment pas dans la saison 2 ou saison 3, je sais plus. Je sais même plus où on en est. C'est ridicule. Enfin, la saison 3 était vraiment vraiment nulle et Jeremy Allen White, on le voit quasiment pas. Et quand on le voit, il parle pas, il laisse parler les autres. Donc je ne vois pas pourquoi il a gagné le meilleur acteur, mais ce n'est que mon avis. Meilleure mini-série, Mon Petit Renne sur Netflix. Meilleur acteur dans une mini-série, Colin Farrell pour The Penguin, ça c'était quasi obligatoire. Meilleure actrice dans une mini-série, Jodie Foster pour True Detective. Alors effectivement, il paraît que même si la saison est pas terrible, Jodie Foster joue très très bien. Meilleur second rôle masculin, euh, Todanobu Asano pour Shogun. Meilleur second rôle féminin, Jessica Gunning pour Mon Petit Renne. Et la meilleure performance de stand-up, Ali Wong pour Ali Wong, Single Lady, sur Netflix. Voici donc le tour des récompenses qui ont été données aux Golden Globes il y a quelques jours. Je trouve que c'est plutôt fair là cette année. Il y a toujours des années où on n'est pas trop d'accord avec le jury ou la sélection. Là, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Après, j'avais pas trop vu les nominations. Donc je peux pas dire s'il y avait des films qui étaient au-dessus. Mais en tout cas, c'est difficile de faire mieux que Shogun et Emilia Pérez apparemment. Et on verra bien sûr pour The Brutalist quand il sortira en France, voir un petit peu ce que ça vaut. Ah, mais j'avais pas vu que c'était A24 aussi, The Brutalist. Ils sont partout, A24, ils sont partout, c'est fou, hein. Ah bah tu vois, on en parlait justement, regarde, tu vois, Le Monde vient de diffuser un article sur les Golden Globes. Regain d'intérêt pour les Golden Globes confirmé avec 10 millions de téléspectateurs. Donc voilà, 82e cérémonie des Golden Globes diffusée dimanche soir sur BS a vu son audience augmenter de 7% par rapport à l'édition de 2024. Ce programme récompensant les films et les séries avait été plombé par la pandémie, puis boycotté en 2022. Donc voilà, c'est un peu le résumé de ce que je vous avais dit. Toutes les stars étaient là, aucune star absente. L'audience des Golden Globes reste très inférieure à ses niveaux antérieurs à la pandémie. En 2020, plus de 18 millions de téléspectateurs avaient assisté à l'émission. Après, les émissions de récompense, ça commence tout doucement à fondre un peu, puisque bon, on a accès maintenant très facilement sur Internet et en direct à toutes les récompenses, voilà, via les gens qu'on suit, qui aiment le cinéma, ce genre de choses. Donc finalement, est-ce que les gens c'est peut-être pas forcément un désintérêt des gens, mais peut-être plus justement le fait que bon, finalement, on y aura accès le lendemain ou le surlendemain, une fois qu'on aura terminé la cérémonie, quoi. Je l'ai pas encore regardé, mais est-ce que vous avez vu les audiences du Big Deal? C'est un truc de ouf. Les audiences du Big Deal, pour vous montrer. Alors voilà, les audiences de la journée où a été diffusé le Big Deal. Donc à savoir que les grands premiers d'habitude sont forcément TF1, France 2, France 3 quand ils passent un film ou une série. Ensuite vient M6 et ensuite la TNT, Arte, etc., etc. Et là on a RMC Story qui s'est fait plaisir avec 1,8 million de téléspectateurs de moyenne pour le Big Deal. C'est une émission qui a coûté très très cher. Ils s'attendaient à avoir 500 000 téléspectateurs, ils en ont eu 1 800 000. Donc là, ils sont aux anges carrément. Très très contents des résultats. Ils espèrent rester sur une moyenne d'à peu près 1 million de téléspectateurs par émission. Il y en a eu une trentaine de tournées. Donc voilà, ils en ont pour une trentaine de semaines, ou peut-être une quinzaine de semaines. Je crois qu'ils font 2 émissions par soirée. Donc, non, c'est très très bien pour eux. Et puis 9,1 de part d'audience, c'est quand même énorme. Alors bien sûr, ça dépasse pas Prodige sur France 2, qui est l'émission phare de la télévision actuellement, voilà, et qui est quasiment imbattable sur son créneau. Doctor Strange, forcément, un Marvel qui va... pas tant que ça, on est 1,8 million, c'est pas non plus énorme. On va parler de Gladiators.
Gladiators qui a été déprogrammé par TF1 pour faute d'audience. Et ça, c'est quand même assez fou. Euh, Est-ce que je vais pouvoir vous retrouver? Est-ce que je vais pouvoir vous retrouver l'article? Donc, ouais, effectivement, la moyenne était pas bonne du tout. Euh, Était pas bonne du tout sur Gladiators. Et donc, TF1 a fait annuler l'émission. Ils en ont le droit. Alors, faudrait on en parlera sûrement avec David. Donc, vous aurez forcément les infos dans un prochain podcast, parce que lui, c'est quand même pas mal renseigné sur le sujet. Mais donc, TF1 ne peut pas annuler tout simplement une émission qui ne marche pas, déjà parce qu'ils ont voilà, c'est ça. Donc déjà, il faut qu'ils diffusent deux émissions, ça c'est sûr. Ensuite, il faut qu'ils règlent, enfin qu'ils tiennent les comptes avec forcément les ayants droit, puisque ils font passer ça euh, par une équipe technique en fait. Enfin par une équipe de prod pardon qui va donc eux donnent les jetons, ils donnent les sous et l'équipe de prod s'occupe de faire l'émission. Sauf que bah, derrière eux dans le contrat il est marqué bah oui mais ok mais vous diffusez par contre toutes les missions, peu importe l'heure, peu importe quand. Mais voilà. Donc ça c'est les dernières audiences de Gladiators. Savoir que César Wagner, forcément, est toujours au-dessus avec 4 millions 2. La boîte à secrets, qui est un magazine, 2 millions 2. Donc là, vraiment, je veux dire, c'était une soirée qui, de toute façon, était mal partie. La Belle et la Bête sur M6 avec 1,7 million, ce qui est vraiment pas mal pour une multi-rediffusion d'un film qui, en plus, est disponible sur Disney+. Donc M6 s'en sort vraiment pas mal. Et là, boum, c'est l'échec. On est en dessous du million. Pour TF1, ça n'arrive jamais en prime time. 950 000 téléspectateurs pour la deuxième émission de Gladiators. Donc là, ils ont arrêté les frais, ils ont coupé le compteur, ils ont dit bon bah c'est bon. La semaine prochaine, on diffuse ça en deuxième partie de soirée, on largue toutes les émissions, ça finira à peu près vers 3 h du matin et toute la saison de Gladiators aura été diffusée. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais effectivement, c'est justifié, hein. L'émission est vraiment, mais nulle à chier. La prod est vraiment pas bonne du tout. Jean-Pierre Foucault est complètement à la ramasse, il a rien à foutre là, il est hyper tactile avec les joueuses, ce qui est vraiment très désagréable à regarder. La présentatrice, j'ai oublié son nom, j'en suis vraiment navré, euh, est vraiment a pas envie d'être là. Les commentaires audio sont vraiment nuls. Il y a un arbitre. Alors, les gens s'attendaient à un Interville un peu version 2.0, sauf qu'en fait, il y a un arbitre qui arrête les temps de jeu. Donc parfois, ils sont en train de jouer, et puis boum, là, l'arbitre siffle, tout le monde s'arrête, et il dit, bah non, là, il y a eu faute, là, il y a eu machin, donc en fait, on recommence à ce moment-là, et tout. Et du coup, les gens sont obligés de reculer, de recommencer. Ils présentent les joueurs à chaque fois, il y a des il y a des interséances entre les jeux pour soit présenter les jeux, soit présenter les gladiators. Il y a un problème de prod depuis le début, c'est que les gladiateurs, en fait, sont là pour foutre un peu le sbeul dans le jeu. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus forts que les lambda qui viennent jouer. Et du coup, ils se la pètent un peu, ils ont chacun leur caractère. Et il y a des gladiateurs, leur caractère, c'est de tricher, entre guillemets, quoi, de pousser un peu la limite des règles du jeu. Et donc, de temps en temps, bah, ils font un peu exprès de tricher, entre guillemets. Et donc, forcément, l'arbitre siffle, parce que lui, son job, c'est d'être réglo sur les règles. Et du coup, il siffle pour un arrêt de jeu. Mais sauf que les jeux durent entre 2 et 5 minutes max. Donc, quand tu as déjà l'arbitre qui arrête le jeu 3 fois, bah, en fait, tu dis, bon, bah oui, c'est un peu relou, quoi. Donc, ça, sans compter forcément un petit peu de pub entre chaque manche. Euh, Sachant que voilà, il y a un espèce de truc final à la fin où il n'y a même pas de gladiator. En fait, l'espèce de parcours final est pas si dur à réaliser pour des joueurs lambda. Et en plus de ça, il n'y a pas de gladiator pendant l'épreuve finale. Donc les gladiators sont même pas là, ils sont là que pendant les mini-jeux éliminatoires du début. Donc vraiment, c'était pas ouf. Donc je comprends tout à fait que ça a été déprogrammé. Ils ont tenté le coup, mais je pense, en fait, le problème, c'est que cette émission, elle existe depuis de très longtemps dans d'autres pays d'Europe. Et donc je pense qu'il y a une notoriété dans ces pays-là qui fait que l'émission est toujours suivie. Et là, c'est arrivé en France, mais c'est arrivé en France euh, avec le retard de modernité que ça a dans les autres pays, mais où ça a déjà du succès, donc c'est un petit peu différent. Un truc important, c'est ça, puisque c'était les seuls à ne pas avoir encore tenté le coup, c'est Netflix qui rachète les droits de la NFL.
enfin en tout cas d'une partie de la NFL, pour diffuser le Christmas Bowl. Du coup, donc c'était à Noël, c'est un match apparemment assez mythique, un match de Noël entre deux équipes. Et ils ont racheté les droits pour le diffuser en direct, du coup, sur Netflix. Et c'était accessible en France, donc ils avaient vraiment racheté les droits internationaux pour le faire, alors que normalement M6 avait racheté les droits pour pas mal de matchs. Ils ont d'ailleurs, je crois, les droits pour, euh, pour le Super Bowl encore cette année, et on peut suivre tous les matchs sur M6 Plus si on en a l'envie. Moi j'en ai l'envie, mais je n'en ai pas le temps. Mais voilà, j'ai trouvé ça super sympa de la part d'M6 de racheter les droits de diffusion de toute la ligue annuelle donc de football américain. On peut l'avoir sur M6 Plus, ça évite pour eux de prendre un créneau sur du linéaire, mais on peut regarder les matchs sur M6 Plus et ça c'est plutôt cool. Et on pourra voir du coup le Super Bowl en direct au mois de février ou au mois de janvier, je sais plus, je crois que c'est fin janvier, début février, euh, pour, euh, pour assister du coup à la fin de la saison de football américain. Et donc voilà, Netflix qui récupère les droits pour le diffuser en direct, c'est quand même une grosse annonce, puisque c'était les seuls, je crois, à ne pas s'être placés sur le créneau, sachant que Disney Plus va bientôt arriver, puisque ils ont créé la plateforme commune aux États-Unis avec ESPN et une partie de Warner Bros. Sport pour pouvoir diffuser un max de sport aux États-Unis. Et je pense que voilà, ils vont attaquer les autres territoires d'ici quelques temps. Mediapro qui avait voulu faire quelque chose comme ça et puis qui n'était pas arrivé parce que malheureusement c'est des sommes qui sont astronomiques. Tu peux jamais rentrer dans tes frais en une seule saison, c'est pas possible. Donc DAZN y tiennent parce qu'ils ont énormément de sports différents et de sports qui ne coûtent pas très cher, qui font que les gens s'abonnent à DAZN pour d'autres sports que le foot ou, euh, ou la NFL. Mais ils ont un peu de mal, ils ont un peu de mal quand même à tenir, surtout dans les pays étrangers, et particulièrement en France, où bah, la concurrence était quand même assez rude avec Canal+, qui se maintenait quand même au niveau de pas mal de compétitions de foot. Bon là, forcément, ils se sont fait avoir, donc ils ont dit, bon, bah, c'est bon, nous on donne plus, vous vous débrouillez entre vous. Donc là, la FIFA, ils sont un peu... ils savent plus trop où se mettre, parce qu'ils ont vendu, ils ont voulu augmenter les droits, et puis en fait, ils se sont dit, bah tiens, si on vendait aux plateformes à moitié prix, et puis Canal a dit, bon, bah c'est bon, si vous vendez à moitié prix ailleurs, vous avez qu'à vous débrouiller entre vous. Donc voilà, c'est quand même pas... le monde du sport et de la diffusion de sport à la télévision, c'est quand même pas ouf. Mais en plus de ça, le problème, c'est que les droits sont, encore une fois, par territoire. Donc t'as beau avoir Warner Bros. Sport et Max, qui ont certains droits, dont la diffusion en direct via Eurosport sur la plateforme, mais derrière, ils ont des droits dans certains pays, mais pas d'autres. Moi, je suis pas un expert en sport, je regarde très peu, donc je me tiens vraiment au courant de loin de toutes les histoires de petits sous qui s'échangent, et principalement de Canal, parce que voilà, je m'intéresse beaucoup à ce que fait Canal. Mais ouais, Apple TV s'y met aussi, effectivement. Non, non, mais toutes les plateformes ont leurs droits, mais ils n'ont pas leurs droits partout. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que parfois ils peuvent racheter les droits de certains sports, mais ils n'ont pas le droit de le diffuser ailleurs. On va tout doucement se déplacer de la news à la reviews. Au niveau des films, cette semaine, j'ai pu voir, comme je vous l'ai dit, Toto-chan, c'est sorti le 1er janvier. Et qu'est-ce que ça raconte, Toto-chan? Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui est très agitée dans un Japon pré-Seconde Guerre mondiale, donc on est en 1939. Et cette petite fille, pas comme les autres, elle se fait malheureusement virer de toutes les écoles où on la place parce que ben, elle a un peu de mal à se tenir en classe, etc. Et un jour, sa mère découvre par hasard une école adaptée pour enfants en difficulté, que ce soit physique ou mentaux. Et c'est une école très libre qui permet aux enfants de s'exprimer un petit peu comme ils le veulent, ce qui est à mon avis très rare au Japon, même encore aujourd'hui. Et cette petite fille va pouvoir s'épanouir dans cette école. Avec un directeur très compréhensif. Voilà, donc son père, à elle, il est premier violon dans un orchestre tenu par un chef d'orchestre allemand. Sa mère est mère au foyer. Euh,
Et donc, elle va évoluer dans cet univers, et puis on va tout doucement tendre à arriver à la Seconde Guerre mondiale et à toutes les conséquences que ça aura sur sa jeunesse au Japon. C'est un très très joli film. Ce qui est chouette avec Toto-chan, c'est que c'est vraiment à hauteur d'enfant. À la différence, par exemple, du Tombeau des Lucioles, qui montrait une vie d'enfant à hauteur d'adulte, donc on va vous montrer vraiment le pire du pire, quoi. Même si j'adore le Tombeau des Lucioles, ça reste un tire-larme vraiment du début à la fin. Là, Toto-chan, ce qui est bien, c'est que cette petite fille a tellement de joie de vivre en elle, elle est tellement gaie du début à la fin, elle voit tout le temps les plus belles choses chez les gens et dans la vie que même pendant la Seconde Guerre mondiale, même pendant cette dure période japonaise, elle va voir la vie du bon côté. Et ça, c'est vraiment très très chouette. Ça donne la possibilité de le montrer à des enfants, alors pas forcément trop jeunes, parce qu'il y a quand même des moments un petit peu durs, surtout vers la fin du film. On pourrait lui reprocher de cacher énormément de choses. On cache le départ du père à la guerre, on cache la famine, on cache pas mal de choses comme ça. Mais par contre, on ne cache pas le deuil, on ne cache pas la violence de la vie, la violence surtout de la sectarisation du Japon au début de la Seconde Guerre mondiale, puisque bon, on apprend en fait que le Japon est très occidentalisé dans les années 30. Ils sont un reflet de la vie occidentale, que ce soit au niveau des vêtements ou au niveau des habitudes de vie. Et l'arrivée en fait de la Seconde Guerre mondiale et de comment dire et de l'envie de l'empereur de mener à bien l'extension de l'empire japonais fait que il y a une sectarisation en fait du Japon qui se produit et euh, et donc forcément ça amène les Japonais à se disputer entre eux parce qu'on n'a plus le droit de porter de robe occidentale, on devrait tous porter des kimonos et on ne devrait pas parler comme ci et les enfants ne devraient pas se comporter comme ça, etc., etc., etc. Mais en tout cas, je vous le conseille, Toto-chan, je le conseille en tout cas de le programmer ou d'aller le voir dans les cinémas dans lesquels il est programmé parce que c'est vraiment une petite boule d'énergie très sympathique à regarder en ce début d'année 2025. Sortez tout de même les mouchoirs si vous êtes assez émotif, puisque le film est quand même pas tout le temps très tendre avec le spectateur. Univers à Sokcho, c'est un film avec Roche Dizem et Bella Kim. C'est un dessinateur, Roche Dizem, qui débarque à Sokcho, donc, qui est une ville un peu abandonnée en hiver, qui se situe non loin de la DMZ, donc cette fameuse frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. On n'arrive pas trop à situer quand est-ce que ça se passe, même si tout le monde a un smartphone dans les mains, donc on suppose quand même que le film est assez moderne. Enfin, en tout cas, l'époque où ça se passe est assez moderne. Roche Dizem débarque dans cette petite auberge pour pouvoir être au calme et dessiner sa nouvelle BD. Des BD qui parlent souvent de lui, mais aussi de ce qui l'entoure dans le pays dans lequel il va. C'est très calligraphique ce qu'il fait lui en tant que dessinateur. Ce sont des fresques, voilà, souvent au pinceau, presque style fusain, etc. C'est très joli. Et donc on est face à ce personnage interprété par Bella Kim, très très bien interprété d'ailleurs, qui est une coréenne de mère coréenne et de père français qui a disparu le jour de sa naissance, enfin même bien avant sa naissance. Et donc, pris d'un élan pour retrouver son père, ou en tout cas pour se rapprocher de la France, elle décide d'apprendre le français quand elle est en études à Séoul, et donc elle parle très bien français, et donc elle va forcément devoir s'attacher à ce personnage de Roche Dizem pour pouvoir l'aider lors de son voyage à Sokcho, et, euh, et donc elle va forcément retrouver une figure paternelle, on s'en doute, dans ce dessinateur qui, lui, n'a absolument pas envie d'avoir de contacts sociaux avec qui que ce soit pendant son voyage. Et ça va donner lieu forcément à des remises en question des deux personnages, même si Roche Dizem n'est pas très présent dans le film en soi. Il est très souvent caché dans sa chambre d'auberge à dessiner. Les dialogues sont assez peu nombreux entre les deux personnages. Mais n'empêche que ça en fait un très très joli film. Sokcho est très bien filmé. C'est une ville qui est un peu comme ces villes chinoises en pleine expansion, est en train d'être prise d'assaut par des immeubles de 40 ou 50 étages. On a la chance en France d'avoir des lois qui nous,
nous empêche d'avoir d'énormes bâtiments qui s'étendent à perte de vue et nous gâchent le paysage. Ce n'est malheureusement pas le cas en Asie. Et donc Sokcho se voit monter de 2 bâtiments énormes en plein milieu de la ville, voilà, qui forcément dénaturent avec le reste du paysage. La ville étant en train d'être transformée, d'anciens bâtiments qui sont détruits pour en faire des nouveaux, etc., etc. Tout ça en plein hiver, donc forcément ça crée un espèce de climat un petit peu froid. D'ailleurs, le personnage de Bella Kim le dit enfin très souvent, elle dit que voilà, la ville est magnifique au printemps, mais que l'hiver c'est quand même pas très très joli. Et on arrive quand même à supposer une certaine beauté dans cette ville qui est vraiment très intéressante, qui est un personnage à elle seule aussi dans le film, hein. Il n'y a pas que ces 2 personnages-là, énormément de personnages secondaires aussi, qui sont très sympas. Mais voilà, en tout cas, le film est empreint d'énormément de poésie, et ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où elle va le rencontrer, lui, elle va se rêver à... Comment dire? À de l'animation, en fait. On a des passages en animation, stylo, feutre, etc., qui sont très très jolis. Et c'est vraiment très chouette. Le livre, apparemment, est très chouette aussi, puisque c'est tiré d'un livre. Et c'est difficile de vous en dire plus sans forcément gâcher la surprise. Mais bon, voilà. Après, il n'y a pas énormément de surprises dans le film. Ça reste un drame assez classique. Euh, la prise de position est assez... comment dire? Est assez visible. N'empêche qu'il y a quand même pas mal de sujets sur la Corée qui sont abordés, qui sont hyper intéressants, comme par exemple la chirurgie esthétique banalisée, la beauté qui est très importante, le rapport à la femme par rapport à l'homme, le fait qu'être heureux chez une femme, c'est surtout s'occuper de son mari, des choses comme ça, et que par contre, voilà, le personnage de Bella Kim rejette en bloc, puisqu'elle se veut moderne. euh, pendant le film. Donc c'est hyper intéressant. On a ce personnage aussi, ce patron d'auberge qui a perdu sa femme depuis un an et qui essaye de s'en remettre autant qu'il peut. Et on a aussi effectivement ces 2 personnages récurrents dans l'auberge qui ne parlent quasiment pas, mais dont on peut imaginer les histoires au fur et à mesure du film. C'est hyper intéressant. Donc voilà, c'est très joli, c'est très bien fait, qui permet d'en apprendre beaucoup plus sur la Corée. Et sur le rapport qu'ont les Coréens au reste du monde et surtout ces enfants de parents étrangers qui les ont abandonnés et qui les abandonnent encore dès qu'ils en ont l'occasion. Ce qui n'est pas une très très jolie chose, surtout messieurs, quand vous faites semblant de tomber amoureux de femmes étrangères, que vous leur faites des enfants et que vous vous barrez sans rien dire. C'est pas ouf, donc si vous pouviez arrêter de faire ça, ça serait plutôt pas mal. Eh bien voilà, on a fait le tour. On a fait le tour en un petit peu plus d'une heure de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans ce live de Critflix. Les lives risquent d'être un petit peu plus courts maintenant puisque je vais les faire toutes les semaines. Donc voilà, j'ose espérer tenir le rythme au moins pour 2025, mais de pouvoir vous proposer tous les matins un petit tour des news, un petit tour des choses, des actualités. Et je fais bien de m'arrêter puisque mon chat est en train de chier dans sa litière. Ça doit faire du bruit dans le micro. Et ça va surtout sentir pas très bon pour moi. Dans quelques minutes, il faut que je m'échappe. Donc voilà, merci beaucoup à tous d'être venus sur ce live. Passez à tous une bonne journée. Je vais tenter pour ma part de passer une bonne journée également. Et on se rejoint de toute façon ce soir pour les Critflix Awards. Salut, à bientôt et encore merci d'avoir participé à ce live et d'avoir interagi sur le chat. Vous êtes super. Merci beaucoup Amio, merci beaucoup Thomas, merci beaucoup Thibaut et en espérant que vous soyez de plus en plus nombreux sur ces lives à l'avenir. Salut!